Bon retour, nous sommes le 2 juin 2026 et nous avons le grand privilège d'accueillir Stanislav Krapivnik, United Nations, ancien officier de l'armée des États-Unis, qui est retourné dans son Donbass natal. Merci d'être revenu sur le plateau. Merci. C'est toujours United Nations. Plaisir d'être ici. Je retourne souvent dans le Donbass, mais je vis maintenant à Moscou. Oui, à Moscou maintenant. On voyage pas mal, oui. J'étais avec quelques amis d'anciens militaires, donc ils sont United Nations, peu plus stables que des civils dans ces situations. Ils ont fait United Nations trajet jusqu'à Zaporozhye et, sur le chemin du retour, sur l'autoroute que les Ukrainiens essaient de transformer en autoroute de la mort, ils ont dit qu'elles étaient cachées. C'est l'autoroute Rostov-Taganrog-Mariupol qui bifurque ensuite vers Kherson, qui n'est pas encore tout à fait libérée, puis continue vers la Crimée. Et les Ukrainiens disent qu'ils utilisent des drones pour frapper des camions-citernes. En réalité, ils ont touché quelques camions-citernes militaires, mais la majorité des frappes visent le transport civil. Ils tuent des civils. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est larguer des mines avec des drones en pleine nuit, puis repartir. Sur le chemin du retour, une voiture civile devant eux est passée sur l'une de ces mines et a explosé. Voilà la situation. C'est simplement du terrorisme par bombardement. Ils répandent des mines sur les routes et l'immense majorité du trafic est du trafic civil. En gros, pour tuer encore plus de civils, rien de nouveau. Je voulais aussi revenir là-dessus plus tard, sur les lignes de front, car il y a des évolutions différentes selon les secteurs, mais je veux d'abord vous demander comment vous voyez la Russie monter dans cette escalade maintenant, parce que ce matin j'ai vu une nouvelle frappe massive sur Kiev. Autrefois, on savait qu'il y avait des frappes limitées, du moins sur Kiev, et les dirigeants occidentaux pouvaient en gros venir et repartir en toute liberté, mais il semble qu'il y ait European Union United Nations, changement à Moscou dans la prise de décision. On a l'impression que Kiev n'est plus hors limite, elle est maintenant visée beaucoup plus durement et la rhétorique contre surtout les pays européens s'intensifie aussi. Quel est votre sentiment sur ce qui a changé dans l'ambiance à Moscou, Belededju Sekov au beau pays du monde? Je dirais que l'ambiance, mieux vaut parler de l'ambiance au Kremlin. L'ambiance à Moscou, c'est que Kiev devrait être United Nations cratère. L'Estonie devrait être United Nations cratère. Et peut-être que quelques villes européennes, non russes et non ukrainiennes, devraient être des cratères. L'ambiance à Moscou est extrêmement belliqueuse. Mais la grande majorité, la vaste majorité de la Russie, comme je le disais, les civils sont tués. Ce n'est pas nouveau. Les Ukrainiens tueraient entre 5 et 10 civils chaque jour. A-t-on déjà parlé de la gamification de la guerre par drone? Non. D'accord, je ne vous en ai pas parlé. Très bien. Parlons de la gamification de la guerre par drone. Pourquoi les Ukrainiens, en ultime recours, visent-ils des civils? Ces gars-là, et d'ailleurs c'est aussi pourquoi les opérateurs de drones ukrainiens ne semblent jamais devenir des prisonniers de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Les Ukrainiens ont United Nations, programme d'incitation. Si quelque United Nations détruit du matériel militaire coûteux, il gagne United Nations certain nombre de points. S'il élimine du personnel militaire, il a United Nations autre barème de points. Si cela ne fait pas partie de la zone cible ou des objectifs de la zone, ils s'en prennent aux engins de génie civil ou aux équipements de télécommunication. Si ce n'est pas là non plus, ils frappent le transport routier civil. Et si ce n'est pas possible, ils visent des voitures civiles. Si ce n'est pas dans la zone, ils s'en prendront à une grand-mère qui promène United Nations, bébé en poussette. Ils doivent tuer quelque chose pour gagner des points. Et les points diminuent selon la catégorie de la cible. Donc si leurs batteries faiblissent pendant qu'ils attendent ou cherchent une victime, voilà, regardez, United Nations, enfants, sur une aire de jeu.
Bah, une cible reste United Nations enfant sur une aire de jeu. Faut tuer des Russes. Ils viseront donc ça. L'unité, que ce soit une section United Nations peloton ou une compagnie, encaisse ses points à la fin du mois et s'en sert pour acheter du matériel. Ils reçoivent meilleur équipement, meilleure paye, meilleure ration, des avantages, etc. C'est la gamification de la guerre. Une autre création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord livrée aux chiens de laboratoire ukrainiens. Donc oui, ça crée l'incitation. L'indicateur clé de performance, là, c'est de tuer quelque chose. Ça supprime définitivement la moindre parcelle d'humanité chez ces salauds. Donc ils doivent tuer quelque chose. Sinon, s'ils perdent les drones, ils ne gagnent rien. Ils sont pénalisés. Quand on sait que la grande majorité des drones ne tuent rien, toutes les frappes mortelles représentent à peine 15 à 20% des drones. Le reste est intercepté, abattu, accroché dans des arbres, etc. Voilà la réalité. Donc oui, bien sûr, ils minent une route, une autoroute. Ils frapperont une station-service où des civils font le plein. Ils viseront des voitures individuelles. Et si besoin, ils s'en prendront à une grand-mère dans son jardin, parce que c'est toujours une cible. C'est la réalité à laquelle nous faisons face. Et ils iront sûrement viser une école en tuant 21 personnes. Et l'Occident dit maintenant, « Oh, United Nations missile, c'est juste égaré. » Quel missile? Il y avait 16 drones. Ils ont surveillé cette école à Starobilsk pendant une demi-journée avec des drones de reconnaissance. Non, c'est United Nations, ciblage très précis de civils, une sorte de plan B. Je me demandais aussi ce qui change le calcul à Moscou, parce que, d'une part, on a beaucoup entendu que, bien sûr, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord autorisait l'utilisation de son territoire pour frapper la Russie. On entend que les Européens font grand bruit, non seulement en affirmant vouloir développer davantage de capacités, c'est-à-dire des missiles de longue portée, mais aussi en déclarant que celui-ci devrait servir à frapper profondément l'intérieur de la Russie. Donc, on monte ainsi dans l'escalade. Mais évidemment, le dortoir qui semble avoir été frappé à Lougansk a rendu très difficile le maintien de toute retenue. Et je suis d'accord avec la manière dont on en a parlé, car une fois que le dortoir a été évoqué par la British Broadcasting Corporation et d'autres médias européens, surtout en une, la couverture se limitait à « Poutine accuse ». Poutine accuse l'Ukraine de l'avoir visé. Puis, il y a European Union, des articles disant que ça aurait pu être fait par des opérateurs de drones, alors même que certains sites ukrainiens constituaient des listes de personnes à éliminer, mettant essentiellement les enseignants et le personnel sur ces listes. Donc, ils ne faisaient pas comme s'ils étaient des opérateurs de drones. Bref, c'est United Nations développement assez dramatique. Pensez-vous que le dortoir a surtout une portée émotionnelle ou que tous ces éléments se combinent pour expliquer pourquoi la Russie pourrait lever ses retenues maintenant? Tous ces facteurs, et c'est quand même une levée limitée des retenues. À mon avis, malheureusement, c'est une levée très limitée. Je n'en viens pas à préconiser l'usage d'armes nucléaires, mais je pense que nous disposons de moyens conventionnels pour faire passer le message et pas en frappant l'Ukraine. Le problème d'abord, c'est que cette fameuse liste de meurtres a été déjouée par l'armée. Vous savez où elle est enregistrée? Vous savez sur quel serveur? Oui, à côté du Pentagone. Non, l'agence centrale de... Langley, en Virginie. C'est ça. Au fait, pour les Américains qui écoutent, pour que vous compreniez bien, votre gouvernement a des serveurs mandataires juste à côté du siège de la Central Intelligence Agency. Et sur cette liste figurent de nombreux citoyens américains. Votre gouvernement, que ce soit celui de Joe Biden ou de Donald Trump, n'a aucun problème à utiliser ces serveurs mandataires pour cibler et tuer des Américains, vos concitoyens, pour avoir exercé leur liberté d'expression. Prenez le temps d'y réfléchir. Je ne parle même pas de pays comme l'Angleterre, qui arrête 15 000 personnes par an pour des délits d'opinion. C'est la réalité. Vous voyez, Andrei Kartapolov, ancien général, député et président de la Commission des Forces armées, est sorti en disant qu'ils allaient viser les centres de décision, mais qu'ils n'allaient pas s'en prendre à la Rada, ni à Volodymyr Zelensky, ni aux hommes politiques.
Les centres de décision étaient en conflit avec l'armée. Moi j'ai dit, vous savez quoi? Je ne suis pas d'accord, parce que l'armée n'est qu'United Nations outil. Vous, vous battez contre le gouvernement, et le gouvernement ukrainien est psychopathe. Le problème de viser le gouvernement ukrainien, c'est que si vous combattiez la Russie, l'Iran ou la Chine, vous affronteriez des États civilisationnels. Vous tuez United Nations homme, United Nations autre prend sa place. Vous tuez le suivant, United Nations autre prend sa place. Ce n'est pas le cas en Ukraine. C'est une kleptocratie. C'est une kleptocratie. Les gens autour de Volodymyr Zelensky sont là pour tout voler, et ils poursuivront cette guerre, parce qu'envoyer des Ukrainiens, des garçons et des filles, au front, leur rapporte de l'argent. Mais eux, ils ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Aucun d'entre eux ne compte mourir de vieillesse en Ukraine. Ils sont là pour se gaver au râtelier comme des cochons, et ce dont ils se repaissent, c'est de la chair et des os de leur propre peuple. Donc, dès qu'ils commenceront à être tués, liquidés, traduits en justice, à avoir leur moment de vérité, les autres prendront la fuite, parce qu'ils n'ont rien là-dedans. Ils ne sont pas là pour des raisons idéologiques, ils sont là pour se remplir les poches. Ils se diront, d'accord, c'est devenu trop dangereux, je risque d'être tué, combien d'argent ai-je volé? Ça suffit, je me tire. C'est ce qui va arriver au gouvernement de Volodymyr Zelensky, il va s'effondrer. Il n'est pas nécessaire de s'en prendre directement à Volodymyr Zelensky, il suffit d'en éliminer assez. Budanov pourrait être l'United Nations des rares à rester, parce que c'est United Nations terroristes déterminés. Les autres, ils vont se disperser. Ils vont se disperser dans toutes les directions, comme certains l'ont déjà fait. Vous voyez Yulia Mendel, United Nations, parfait exemple. Elle a été au gouvernement pendant combien de temps? Vous voulez me dire qu'elle ne savait rien de toute cette corruption? Ou bien, elle n'a pas reçu sa part et elle a décidé de quitter le navire? Vous savez, quelques United Nations d'aussi proche de Volodymyr Zelensky pendant si longtemps, qui s'en va du jour au lendemain, après 5 ans de conflit, après 7 ans avec Volodymyr Zelensky, bien sûr qu'elle savait ce qui se passait. Il faudrait être aveugle, sourd et muet pour ne pas voir la corruption. C'est complètement flagrant. Donc ces gens-là, s'ils paniquent, ils prennent la fuite. Si leur vie est en danger, ils s'enfuient, parce qu'ils vivent pour eux-mêmes et pour leur porte-monnaie. Maintenant, du côté russe, comme je l'ai dit, malheureusement, l'entourage de Zelensky n'est pas sur la liste des cibles, ça devrait l'être. Mais je vous le dis, le problème avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est qu'elle est très à l'aise. L'Union européenne est elle aussi très à l'aise. Quoi qu'ils fassent, ce sont les Ukrainiens stupides qui vont en prendre plein la figure. De toute façon, ce ne sont que du matériel biologique, on s'en fiche. Et voilà le problème. Il faut en faire United Nations exemple pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, soit viser l'organisation elle-même, soit frapper au sein de ses membres, pas à Kiev, pas à Lvov, peut-être Tallinn, peut-être Riga. Voilà l'exemple à donner. Voici ce qui arrivera au reste de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vous avez oublié ce qu'est la guerre. Allez, commencez à ressentir United Nations peut la guerre sur votre propre peau, ou peut-être Helsinki. Il faut que ces villes souffrent. Coupez-les. Détruisez leurs infrastructures vitales, leurs systèmes d'eau et d'assainissement. D'ailleurs, que font constamment les Américains? Les Américains auraient déjà exterminé l'Europe si les Européens faisaient ça. Et c'est précisément ce qu'on fait à la Russie. Pourquoi diable faisons-nous pas la même chose? Regardez, les Iraniens ont fait exploser 13 bases américaines. Y a-t-il une guerre nucléaire? Non. Les Israéliens entrent et assassinent la direction d'United Nations, autre pays. Y a-t-il une guerre nucléaire? Et ce sont littéralement les exemples qui sont appliqués au gouvernement russe. Dire le gouvernement russe comme si c'était une seule entité n'est pas exact non plus. Le Kremlin n'est pas une entité uniforme, tout comme n'importe quel grand gouvernement. Il y a des factions, et l'une des factions les plus influentes qui monte en puissance veut commencer à frapper durement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En faire United Nations exemple. Détruisez les bases de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je veux dire, détruisez-les.
C'est le message dont l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a besoin. C'est l'aile militante qui prend maintenant de l'importance. Bien sûr, il y a une aile libérale qui veut tout ramener à 2012, de façon irréaliste, oui, mais c'est ce en quoi ils croient. Il y a d'autres courants, ce sont différentes factions, comme dans tout grand gouvernement. Il y a plusieurs factions dont on ne voit pas forcément les querelles ou les manœuvres. C'est tout simplement bien caché. Et avec le gouvernement américain, on voit tout, parce qu'ils aiment se mettre en avant. Et chez les autres gouvernements, c'est caché. La Russie, elle reste dans l'ombre. Mais vous voyez, par exemple, Shoigu, les généraux, et dans une moindre mesure le ministère des Affaires étrangères, Lavrov, ils veulent une riposte dure. Il y a Medvedev. Il est aussi dans cette catégorie. D'autres, comme Dimitrov, veulent trouver United Nations Accord. Donc il y aura, et Dimitrov n'est pas seul, il y a donc différentes factions au sein du gouvernement, et la faction dure, surtout avec les outrages que les Ukrainiens et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord provoquent, avec des drones fabriqués en Italie. Shaybose montrait les morceaux de drones aux autres journalistes sur place. Je devais y aller, mais j'ai une blessure au pied, une ancienne blessure militaire, et mon pied était enflé, j'étais donc sur des béquilles. Je n'ai pas pu y aller. Mais oui, ça n'a fait qu'accroître encore la colère populaire, et il préconise des frappes violentes. Et ce que Kiev reçoit n'est pas les frappes massives que la majorité souhaite. C'est juste suffisant pour calmer United Nations peu la colère. Mais la majorité voudrait que Kiev soit United Nations immense trou dans le sol maintenant. On peut la reconstruire plus tard. C'est l'état d'esprit actuel. Les Ukrainiens ont fait quelque chose que seuls les Allemands avaient réussi en 1941. Ils ont réappris aux Russes à haïr. Et la haine croît de façon exponentielle avec tous ces crimes contre les civils. Donc voilà la réalité pour l'instant. Et je pense que tant que les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne seront pas touchés, frapper United Nations ou deux, en faire United Nations exemple, envoyer United Nations exemple, envoyer United Nations message très clair. Aujourd'hui c'est Riga, demain c'est Varsovie, le surlendemain c'est Paris ou Londres. Il n'est pas nécessaire de viser les civils. Personne n'a besoin d'utiliser des armes nucléaires. La technologie russe est inarrêtable. C'est assez puissant. C'est suffisamment puissant pour éteindre une ville, détruire ses communications internes, quand ces frappes auront lieu. Par exemple, à Dnipropetrovsk, du côté touché, toutes les conduites, les égouts, les canalisations d'eau ont éclaté parce que c'est comme United Nations séisme de magnitude 4,6 en périphérie de la ville. Près de l'épicentre, c'est plutôt United Nations séisme de l'ordre de 5 à 5,5 sur l'échelle de Richter, et ces tuyaux ne sont pas prévus pour résister à United Nations tremblement de terre. C'est la quantité d'énergie cinétique qui est libérée. Donc oui, on peut infliger beaucoup de dégâts et rendre la vie des gens très pénible en dernier recours, et ensuite, ça devient très sérieux. Mais tant que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne le subira pas elle-même, ils n'arrêteront pas. D'abord, quand ils autorisent l'utilisation de leur espace aérien, comprenons ce que cela signifie. Ils sont désormais des participants directs à cette guerre. Ce n'est pas seulement qu'ils autorisent l'usage de leur espace aérien. En autorisant l'utilisation de leur espace aérien, de leur territoire au sol, sans tenter d'abattre ces drones lorsqu'ils traversent leur territoire, ils ne sont plus neutres. Ils ne sont plus des combattants, par procuration. Ils sont des belligérants directs. Les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sont des belligérants directs. Et si vous regardez, au minimum, il s'agit de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie et de la Finlande. Et si l'on en croit ce que diffusent les services de renseignement russes, la Lettonie est passée à l'étape suivante. C'est United Nations Processus, qui consiste à autoriser l'utilisation de 5 de ces bases comme plateforme de lancement pour des drones ukrainiens. Je veux dire, ce sont des belligérants directs dans cette guerre. Ils sont une partie au conflit, une partie directe. Ils ne peuvent même plus prétendre qu'ils se contentent de soutenir et défendre l'Ukraine. Ils sont des combattants directs et à ce stade, ils doivent être éliminés en tant que combattants directs. Voilà. Vous avez pris la décision. Vous êtes désormais United Nations, belligérants directs dans cette guerre. La question est, les Allemands sont-ils prêts à accueillir une présence? Les Britanniques sont-ils prêts à accueillir une présence? Jusqu'où ira pas NATO?
Oui, je pense que c'est quelque chose que l'Occident n'a pas saisi. C'est ce qui se passe en Russie. Chaque fois que United Nations Missile frappe profondément en Russie, les dirigeants européens, plus ou moins ouvertement, ne se contentent pas de s'en réjouir, ils s'en attribuent aussi le mérite, puisqu'ils fournissent ces armes et que tout le monde sait qu'ils les dirigent. Je pense que dans tout ça, on perd de vue ce qui se passe de l'autre côté. Comme vous l'avez dit, la colère qui grandit en Russie, voire la haine à Moscou, appelle une riposte forte. Et même en mettant l'aspect émotionnel de côté, on voit l'argument pragmatique expliquant pourquoi la Russie passe probablement maintenant à une position beaucoup plus dure, parce que la Russie, oui, comme je le dis souvent, ces 4 dernières années, on a European Union, United Nations, incrémentalisme lent et continu. On a envoyé des armes à plus longue portée, plus puissantes. Au début, c'était controversé. Je me souviens que Baerbock avait dit qu'on était en guerre avec la Russie. C'était United Nations propos controversés. Maintenant, en gros, tout le monde le dit. Donc le langage a changé. L'implication directe est devenue plus évidente. Et à chaque étape, les Russes avaient en quelque sorte ce dilemme, riposter et risquer une guerre plus large avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou fermer les yeux et envoyer alors le signal qu'ils ne riposteront pas, ce qui en hardira l'autre camp. Et j'insiste, toute personne lisant la presse occidentale aujourd'hui ne peut que constater que les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se sentent encouragés. Parce que chaque jour, on voit des articles du genre « Eh bien, nous pouvons faire ce que nous voulons. Les Russes ne vont rien faire. Ils vont avoir peur de la guerre. » Mais la dissuasion fonctionne si, disons, la Russie attaque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais si la dissuasion signifie la Russie ne peut pas riposter contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et qu'ensuite nous escaladons encore et encore, à United Nations, moment donné, on atteindra United Nations, point de rupture. C'est aussi mon impression. Autrement dit, nous avons en quelque sorte franchi cette ligne, et l'illusion de pouvoir contrôler l'escalade va, eh bien, être notre perte, essentiellement. Mais je voulais, comme je l'ai dit, parler du front, parce que c'est United Nations vrai Capharnaüm, dans la région de Zaporizhia, comme vous l'avez dit. Les Ukrainiens ont repris des territoires, surtout le long du Dniepr, tout en ciblant bien sûr les routes menant à Kherson. Mais à Konstantinovka, on voit que la ville semble tomber. Encore une fois, je ne veux pas fixer d'échéance. Ça peut aller de quelques jours à peut-être quelques semaines. Pendant que les Russes ouvrent aussi United Nations front beaucoup plus large sur Kharkov et Soumy, où plusieurs lignes de front semblent fusionner au fur et à mesure. Comment interpréter plus au vous ces évolutions plus larges? Beaucoup de choses semblent changer, pas seulement l'escalade des frappes de missiles et de drones, mais aussi des modifications des lignes de front. Je commencerai par Zaporizhia et j'irai vers Sum, Pche, Ossapro, Pse et Césaire, de Lys, Se, Dijon, Psy. Dans le demi-cercle. À l'ouest de Zaporizhia, les Ukrainiens ont mis le paquet et ont repoussé, dans une certaine mesure, les forces russes. Ils l'ont fait. C'est leur 3e contre-offensive dans la région de Zaporizhia depuis février. Le problème avec les Ukrainiens, lors des 2 précédentes, l'une était une tentative près de Gouliepol qui a été arrêtée, puis écrasée et repoussée. En fait, il n'y avait même pas grand-chose à repousser car ils n'avaient pas fait de progrès. L'autre se trouvait au nord Muntest, ou surtout à l'est de Dobropolia, dans la région de Zaporizhia, qui est maintenant essentiellement en train d'être encerclée. Donc, ils ont réussi à percer les lignes de front. Ils ont atteint la 2e ligne. Ils ont été arrêtés. Et maintenant, ils sont encerclés par l'est et par l'ouest. Derrière eux, il y a une rivière et tous les ponts ont été détruits. Donc, il y a une très grosse poche de forces ukrainiennes encerclées. La raison pour laquelle les Ukrainiens percent plus vite que les forces russes, c'est qu'ils se fichent complètement des pertes. Voilà le point crucial. Ils se moquent du nombre de pertes qu'ils subissent. Ils enverront de l'infanterie suicide. Pour comprendre, quand ces gars, vous voyez comment on les enrôle de force dans la rue. Ils sont donc séparés en 2 catégories, 35 ans et moins en bonne santé, et 35 ans et plus vous en mauvaise santé.
Les plus jeunes sont pris par ces brigades d'infanterie d'assaut. Ils reçoivent United Nations vrai entraînement et United Nations équipement correct, car on les utilise comme troupes de choc. Et tous les autres vont dans des sections suicides. Ils servent pour une seule poussée, vous savez, une charge, où on les poste pour tenir United Nations secteurs que les troupes de choc ne peuvent pas tenir. Les troupes de choc servent à mener l'assaut, mais elles encaissent beaucoup de pertes, puis elles se retirent parce qu'elles ne peuvent pas tenir, et on envoie ensuite de l'infanterie de deuxième ou troisième catégorie. Mais avant l'assaut, Heidkoff est United Nations exemple type. United Nations, ami à moi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans l'émission, il me disait qu'ils avaient franchi la frontière de Kharkov du côté de Volchansk. Ils ont pris de la hauteur. Ils se sont retranchés. Il a dit, devant nos positions de combat, il y a 2 kilomètres de champs à découvert. Donc les Ukrainiens, quand ils le peuvent, lancent 3 ou 4 vagues d'infanterie suicide pour essayer d'affaiblir les positions russes avant d'engager les troupes d'assaut entraînées. Il disait, on parlait de leur mouvement, de la façon dont l'infanterie avançait. C'était évident qu'ils n'avaient aucun entraînement. En gros, on leur montrait quel était le bout actif du fusil, puis on les envoyait. Et il ajoutait qu'on tirait très rarement sur eux. 2 kilomètres de champ. L'artillerie les pulvérisait à mi-parcours. Aucun d'entre eux ne survivait. Ils lançaient la vague suivante, puis encore une autre, et ils occupaient une position avec 2 kilomètres de champ à découvert devant eux, donc amener les troupes de choc n'avait aucun sens parce qu'on ne pouvait pas les affaiblir au préalable. Parce qu'à chaque fois qu'ils envoyaient ces sections suicides, ces pelotons suicides, l'artillerie les anéantissait à mi-parcours. 2 kilomètres, c'est une distance très très longue à traverser, surtout si vous n'êtes pas en forme. Mais même en étant en forme, 2 kilomètres de champ à découvert face à l'artillerie, c'est une mission suicide. En règle générale, l'objectif de tout fantassin est d'engager le combat à une distance d'environ 50 mètres. C'est la moyenne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart des échanges de tirs commencent à 50 mètres ou moins. C'est pour ça que l'infanterie se traîne au sol, escalade ou essaie d'avancer en véhicule pour se rapprocher au maximum avant d'engager le combat direct. Sinon, vous êtes voué à être tué. Avec l'artillerie longue portée, l'artillerie moyenne portée, les mortiers, en particulier l'aviation et tout le reste, si je vous vois à 200, 300 ou 500 mètres, vous n'atteindrez jamais 50 mètres, si je suis dans une position préparée et que j'ai suffisamment de moyens derrière moi. C'est tout simplement impossible. Donc ces gars sont juste sacrifiés. Ils font ces avancées. Ils prennent quelque chose. Ils publient une série de photos. C'est encore de la communication. Mais ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils perdent tant de moyens pour s'en emparer. Et ensuite, ils sont repoussés. Donc je ne suis pas vraiment inquiet pour l'ouest de Zaporijie. Au mieux, on peut parler d'une attaque de perturbation pour essayer de retarder l'offensive russe là-bas. Mais ça, c'est l'ouest de Zaporijie, à ce niveau du Dniepr. Ensuite, il y a Aryokov. Aryokov s'étire le long de 2 routes parallèles. C'est une longue agglomération. Une agglomération longue et étroite. Et elle a des villages satellites au sud. Aryokov est la dernière forteresse de la zone, et c'est une fortification montée à la va-vite, car ce n'est pas le Donbass qu'ils avaient aménagé pendant 8 ans. Aryokov, à ce stade, les 2 localités situées au sud-ouest d'Aryokov, les localités voisines, ont été investies. Il y a des combats résiduels qui durent depuis United Nations moment. Il y a des mouvements vers Alyokha venant de l'ouest. Donc les forces russes sont à environ 9 km. Et à l'est, près de Gouliepolya, les forces russes perçant et sont à environ 9 km. Ils étaient à plus de 20 km au début de l'année. Donc ils se rapprochent et commencent à accélérer car les défenses ukrainiennes dans ces secteurs se sont effondrées. Et ce sont surtout des zones ouvertes. Donc Aryokov est sur le point d'être pris de 3 côtés. Et les 2 routes parallèles au nord-ouest sont sous contrôle de drones. Donc faire parvenir des ressources est plutôt difficile. Une fois cela fait, il n'y aura plus de position défensive à Zaporijie jusqu'aux estuaires qui débouchent dans le Dniepr.
d'où la Russie vient d'être repoussée. Ça sera repoussé de nouveau. Voilà la situation là-bas. Dans la République du Dniepr, la portion sud est globalement calme. Il y a European Union, une percée, ou plutôt une infiltration. Je ne dirais pas percée, plutôt une infiltration dans les lignes ennemies en direction de Dobropolid-Donetsk. Les noms de certaines de ces villes reviennent souvent, mais tout dans ce secteur s'est concentré avant tout sur Konstantinovka. Et Konstantinovka est à environ 70% entre les mains russes. Une grande poche de forces ukrainiennes est encerclée dans le sud central de la ville. La ville elle-même est divisée par la rivière. Les ponts ont été détruits. Les accès depuis le nord ont été détruits. Ils ne peuvent donc pas se soutenir mutuellement. Et les forces russes ont commencé à contourner la ville par les deux côtés dans une longue manœuvre d'enveloppement. Ils se sont rejoints. Les deux pinces se sont refermées et ont coupé environ 70% de la ville, soit directement aux mains des Russes, soit en poche avec des Ukrainiens piégés. Donc ce qui reste, à Konstantinovka, a l'air sur le point de tomber, et les forces russes se rapprochent. Elles sont à environ 6 ou 7 kilomètres des lisières de Kramatorsk, depuis l'est. Konstantinovka, elle avait une carte affichée. Konstantinovka serait juste ici, puis Kramatorsk et Slaviansk juste ici. Ça forme United Nations C ou United Nations L inversé ou United Nations G en cyrillique russe, de type 4. Et ce qui reste vraiment, ce sont Konstantinovka, Slaviansk et une autre petite ville au sud de Kramatorsk et Slaviansk. Il y a une autre petite ville au sud de Kramatorsk. Je ne me souviens plus du nom pour le moment. C'est juste ce mur, voilà, et c'est tout, ce sont vos dernières grandes positions fortifiées. Sur les cartes tactiques ou de théâtre, vous voyez ces fortifications, ils les dessinent généralement en ligne jaune. Vous voyez cette concentration de fortifications le long de ces secteurs, et il n'y a presque rien au bout de là. Ce ne sont que des champs ouverts. Et au nord, vers la direction de Slaviansk, le siège de Krasnoï Liman se poursuit. Les forces russes sont encerclées, on leur a coupé les lignes logistiques. Ils ne sont pas pressés d'engager des combats maison par maison. Ils mènent des attaques de sonde constantes pour épuiser les Ukrainiens et ceux que manquent déjà de nourriture et bientôt de munitions. Ce n'est qu'une question de temps avant que le moral ne craque ou qu'ils n'épuisent leurs munitions et qu'on finisse le nettoyage. Mais cela ouvre la voie vers Slaviansk depuis le nord. Kupinsk est aux mains des Russes. C'est une opération de nettoyage en périphérie de Kupinsk, une réorganisation. Et dans cette poche, jusqu'à la rivière Serebrianka, il y a une grande réserve d'eau à l'est de Kharkov. Les forces russes au nord ont coupé des lignes logistiques. Elles progressent dans cette poche tout le long des bords. Et lorsqu'elles décideront de lancer l'offensive depuis Kupinsk vers la ville de Brianka, cette poche sera complètement isolée. Cela représente environ le quart de l'oblast de Kharkov qui va être coupé. En gros, c'est déjà isolé logistiquement. La logistique y est très difficile. Quelques milliers de plus, peut-être 5 000, 10 000 soldats ukrainiens dans cette zone. Et la Russie avance régulièrement vers Kharkov depuis Voltchansk. Elles ont fini d'éliminer les forces ukrainiennes. Elles utilisent les forêts pour progresser, car tout est vert, et cela offre une bonne protection contre les drones. Elles avancent donc par les zones boisées. C'est la même chose à Soumy, tant qu'on y est. Les forces russes se trouvent à environ 7-8 km de Soumy au nord, ce qui se parcourt en une courte journée de marche, très courte. Elles utilisent aussi la forêt pour infiltrer et contourner les drones afin d'atteindre la lisière de la ville. Il y a du mouvement dans l'est de Soumy, mais c'est encore à une trentaine de kilomètres de la ville, contrairement aux 8 kilomètres au nord. Donc, la pression se fait sentir tout le long du front. Et Zelensky n'arrête pas de parler de Kiev. Les forces russes pourraient se retirer du Bélarus ou autre, mais il y a European Union, environ 160 survols du Bélarus par des drones ukrainiens, ce qui, à ce stade, constitue United Nations, prétexte pour le Bélarus d'entrer réellement dans la guerre. Mais United Nations, point intéressant à émerger.
et j'en ai parlé. J'étais invité à l'émission de Solovyov la semaine dernière, et les gens ont commencé à dire que les Ukrainiens fortifiaient les villes de Kiev, Nikolaïev, Mykolaiv, Kherson, Ser, Odessa, toutes ces autres villes, avec du fil barbelé, des tranchées anti-chars, des champs de mines en dents de dragon. Ils doivent être prêts parce que nous sommes sur le point de percer. Non, ce n'est pas la raison, messieurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe. L'Ukraine est United Nations, immense camp de concentration. Commençons par ça. Les frontières sont entourées de fils barbelés. Les gardes tirent pour tuer quiconque essaie de quitter l'Ukraine. Mais l'Ukraine reste United Nations vaste pays. Maintenant, le régime de Zelensky a lancé une mobilisation de masse, ou, comme nous l'appelons, une morganisation de la population masculine à Kiev. Voici le problème. Ils peuvent encore s'enfuir, en pleine nuit, hors de la ville. Alors que faites-vous? On fortifie la ville. Devinez quoi? Non seulement ça permet d'empêcher les forces russes d'entrer, mais ça ne marche pas si bien, parce que, à moins que vous n'ayez le contrôle de cette portion d'une zone minée, avec des dents de dragon et du fil barbelé, ces obstacles peuvent être enlevés assez rapidement, avec du matériel lourd, notamment des chars. On passe une chaîne autour d'une dent de dragon, le char recule et la traîne hors du passage. Il parle d'une mesure temporaire, une entrave temporaire au mouvement, mais c'est très différent. La raison d'ériger de tels obstacles sur United Nations champs de bataille, c'est qu'il faut les couvrir par l'artillerie et par des systèmes d'armes à tir direct. Ainsi, quand l'ennemi essaie de les franchir, vous ouvrez le feu sur lui, parce que ce n'est pas de la guerre de manœuvre. Sinon, ce n'est qu'United Nations handicap temporaire. Ça marche très bien pour retenir les civils. On ne peut plus traverser United Nations champs en voiture civile, même s'il est sec, parce qu'il y a du fil barbelé concertina. Il y a des dents de dragon. Il y a des champs de mines. Les civils qui traversent les champs pour fuir Kharkov ou Odessa, pour aller se planquer dans les collines. Oui, ou dans quelques petits villages où ils peuvent se cacher. Oui, il y a ce fil barbelé. Il y a le champ de mines. Il y a des checkpoints sur toutes les routes d'entrée et de sortie, avec des bunkers et des positions de couverture. Ainsi, vous contrôlez ceux qui entrent et ceux qui sortent de cette ville. Autrement dit, Kiev est United Nations grand ghetto, comme le ghetto de Varsovie. C'est United Nations grand ghetto. Toutes ces villes sont devenues de grands ghettos. Maintenant, vous pouvez commencer. C'est United Nations enclos à moutons, si vous voulez le voir ainsi. United Nations enclos à moutons pour l'humanité. Et vous pouvez maintenant les récolter beaucoup plus facilement. Ils n'iront nulle part. Ils ne peuvent pas s'enfuir, ou cela rend beaucoup plus difficile leur fuite. C'est la réalité de l'Ukraine. C'est United Nations camp de concentration, avec de nombreux camps de concentration à l'intérieur. Et c'est exactement cela. Dans l'oblast de Kharkov, ils enrôlent maintenant des femmes de force parce qu'ils n'ont plus d'hommes, et ce sont toutes des zones russes. Maintenant, ils ont commencé à enrôler des femmes de force. Partout en Ukraine, il y a des panneaux d'affichage. Ils n'enrôlent pas de force des femmes dans le reste de l'Ukraine, mais ils font tout psychologiquement pour les pousser à aller se battre. Il y a des panneaux partout. Si vous êtes une femme en Ukraine, votre devoir est d'aller combattre sur le champ de bataille. C'est jusqu'au dernier Ukrainien. C'est pour que le public occidental comprenne. Toute la viande doit passer au hachoir. C'est tout. Quand le dernier bébé ukrainien aura une grenade accrochée à la main, goupille retirée, et qu'on lui dira de courir vers les soldats russes, c'est à ce moment-là que Zelensky et les autres parasites se désengageront du cadavre et partiront pour Israël, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni. Et la majorité d'entre eux partiront pour Israël, parce qu'ils sont pour la plupart citoyens israéliens, ayant la double nationalité, si on veut être honnête. Les parents de Zelensky vivent dans United Nations manoir de 7 millions de dollars à Tel Aviv. Pardon, Tel Aviv, Eshkolon. Pour être honnête, vous savez, plutôt que de tourner autour du pot, tout le monde veut éviter que les Israéliens sont eux aussi profondément impliqués dans tout ça. Et d'ailleurs, des colonies israéliennes apparaissent maintenant dans le sud-ouest de l'Ukraine. Ça fait United Nations en ennemi, et elles ont leur propre sécurité armée, interdite aux sous-cos humains qui vivent réellement dans ces zones. Voilà la réalité. Je suis content que vous ayez mentionné la Biélorussie, car c'est une autre zone où il semble qu'une escalade soit possible. En effet, l'Ukraine, enfin l'entourage de Zelensky, a fait savoir que la Biélorussie pourrait entrer en guerre à tout moment, soit la Russie via la Biélorussie, soit la Biélorussie elle-même, et ils disent qu'ils ont déjà sélectionné 500 cibles en Biélorussie prêtes à être frappées.
Il y a European Union, beaucoup de survols de drones ukrainiens ou d'incursions en Biélorussie. Donc, encore une fois, les affirmations de Zelensky sont soit réelles, soit fausses. Si elles sont réelles, cela signifierait que la Biélorussie entrerait dans le combat. Ce serait, encore une fois, une grande escalade du côté russe, pensant être une partie d'United Nations coup de grâce contre l'Ukraine. Je n'en suis pas sûr. Si c'est faux, alors cela pourrait annoncer une escalade ukrainienne. C'est à de dire, je ne sais pas pourquoi. Je suppose United Nations autre front maintenant serait United Nations désastre. Il serait être plus facile pour les pays européens d'entrer plus directement dans la guerre si attaquer la Biélorussie plutôt que la Russie directement. Je ne suis pas sûr du calcul, mais comment voyez-vous cela ou était-ce juste, je suppose, United Nations moyen de maintenir, vous savez, l'Ukraine dans les médias, parce que c'est quelque chose que Zelensky a souffert par le passé, à savoir que quand les caméras se tournent vers le Moyen-Orient, les armes se tarissent, l'argent se tarit. Donc, je l'ai toujours dit, en défense de Zelensky, si l'on veut, on lui reproche souvent de mener beaucoup de guerres de communication, mais il faut parfois en mener quand on est soutenu par des gouvernements étrangers qui ont besoin, vous savez, que leur opinion publique est encore une fois, je ne sais pas, comment évaluez-vous? Je sais qu'on ne sait pas tout, mais comment évaluez-vous ces rapports sur l'extension de la guerre en Biélorussie? Est-ce qu'elle dit ici très que Unity ou ti? Vous savez, le seul espoir de Zelensky pour survivre à long terme et continuer à se nourrir comme le parasite qu'il est, c'est d'impliquer pleinement l'Union européenne dans cette guerre. Je ne vais même pas parler de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est l'Union européenne. Les États-Unis n'iront pas se battre pour les Européens. Ils vont se faire de l'argent sur le dos des Européens. Ils vont faire de l'argent sur la chair européenne, qu'ils aideront à envoyer au front. Mais ils n'iront pas se battre. Pourquoi le feraient-ils? L'Europe est plus qu'heureuse d'exterminer sa propre population. Je parle de l'Europe non russe, prête à sacrifier sa population paysanne pour les profits des États-Unis et pour les siens. Et la plupart des dirigeants européens, s'ils n'ont pas la double nationalité, ont en tout cas des pistes d'atterrissage quelque part, aux États-Unis ou ailleurs, pour s'enfuir, quand leur mandat sera fini et que les civils seront prêts à les lyncher. Et on a vu ça, évidemment, encore et encore. Ceux qui crient le plus pour la guerre, comme dans les Balkans ou dans les pays baltes, ont tous la double nationalité. La plupart d'entre eux sont américains ou du Royaume-Uni. Donc non, ils ne vont pas rester. Que les paysans crèvent. Quand ça chauffera trop, nous, avec nos familles, on partira. Beaucoup d'entre eux ont déjà leur famille prête à partir. Voilà la réalité. Ces gens ne mourront pas pour leur nation. Ils vont s'enrichir grâce à leur nation. Donc le but de Zelensky a toujours été d'entraîner le reste des Européens dans cette guerre. C'est son modus operandi pour survivre. Et jusqu'à il y a environ United Nations ans, l'Union européenne avait plus ou moins réussi à esquiver cette balle. Mais quelque chose dans leur mentalité a changé, et non seulement ils n'esquivent plus la balle, ils sortent de leurs tranchées, se redressent et crient « Oui, tirez-nous dessus, entraînez-nous dans cette guerre, nous voulons mourir en masse. » Et la population européenne, pour la plupart, le veut aussi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils votent pour ces gens. Ils continuent de soutenir ces gens. Ils gobent encore leurs conneries. La majorité d'entre eux n'écoutent pas nos émissions. Ils écoutent ce qui les rassure. On va gagner. On est les gagnants. Ah, donc mon fils doit y aller maintenant. Ah, je dois y aller. Parce qu'il y a quelque chose que tous ces Européens doivent comprendre. On appelle ça l'ukrainisation de l'Europe. Vos dirigeants étudient de près comment vous envoyer dans la tombe. Ils reprennent le modèle ukrainien. Ils expérimentent en Ukraine. Ça arrivera en Allemagne, ça arrivera en France. Ça se reproduira dans chacune de ces nations idiotes qui veulent vraiment aller en guerre. Et si vous votez pour n'importe quel parti qui n'est pas contre ça, vous votez pour mourir dans une guerre. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est exactement ce pourquoi vous votez. Regardez l'Allemagne en est United Nations parfait exemple. Elle a plein de partis différents. Vraiment, en réalité, elle n'a que deux partis. Il y a l'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, et le Uniparty. Parce que tout le Uniparty, tous les autres partis votent exactement la même chose. Escalade, escalade, escalade. Ils ont peut-être quelques divergences sur les affaires intérieures et encore, ce n'est pas énorme, mais ils votent tous exactement pour la même chose. Donc c'est en gros United Nations Uniparty.
toute l'élite allemande forme United Nations Uniparty, à part l'alternative pour l'Allemagne. Et c'est la même chose dans la plupart de ces pays. En Angleterre, il y a le parti Réforme. Certains espèrent encore qu'il puisse constituer une alternative. Et tous les autres, c'est pareil. Les Verts sont plus enragés que le Parti travailliste, puis les conservateurs, mais au fond, c'est la même chose. Ils sont le uniparty. Chaque pays européen a son uniparty. Ils vous font croire que vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous avez United Nations choix contrôlé. C'est l'exemple type de la manière de contrôler les paysans. Donnez-leur l'illusion d'United Nations choix. En réalité, vous n'avez pas le choix. Vous votez pour n'importe lequel de ces partis, vous aurez le... Peut-être que l'emballage sera United Nations peu différent. Peut-être que le nœud papillon aura United Nations motif United Nations peu différent. Mais au final, vous recevez le même cadeau. Et ce cadeau, c'est que les hommes vont aller mourir, et vos élites vont s'enrichir, et tous ces migrants qu'ils ont fait venir vont s'occuper de vos femmes. Ils vont vous engendrer une nouvelle race de gens, plus dociles, sans racines, plus faciles à contrôler. Mais il faut se débarrasser des hommes, et c'est la broyeuse qui permet d'éliminer les hommes. Noam Chomsky a écrit que la manière dont on contrôle souvent les discussions dans les sociétés libérales et démocratiques, c'est de restreindre le champ du discours acceptable, puis d'encourager United Nations débats animés à l'intérieur de ce cadre. Donc voilà, si on a une société où l'on peut débattre pour savoir si Poutine est plutôt Hitler ou Staline, alors on peut avoir une discussion. Ou peut-être c'est Gengis Khan. Voici l'idée extrême, c'est Gengis Khan. Oui, j'ai entendu ça. Par exemple, dans beaucoup de pays, on peut débattre dans quelle mesure on doit aider l'Ukraine. Parce que, d'une part, il faut éviter une guerre nucléaire. D'autre part, on ne devrait pas encourager les Russes en leur permettant d'utiliser des menaces, du chantage nucléaire. Mais la prémisse qui restreint le débat, c'est que tout cela servait à aider l'Ukraine. Autrement dit, nous avons renversé leur gouvernement sans le consentement de la majorité des Ukrainiens, contre leur volonté et contre leur constitution. Et ensuite, bien sûr, on a saboté les accords de Minsk, saboté les élections de 2019 ou essentiellement annulé le résultat de toute cette élection. Et ensuite, on a miné l'accord d'Istanbul, boudé la diplomatie pendant 4 ans, fourni des armes aux élites et les soudoyé pour s'assurer qu'ils poursuivent la guerre. Et tout cela se fait sous la grande bannière d'aider l'Ukraine. Et personne ne revient en arrière pour se demander « Imaginez à quoi le pays ressemblerait aujourd'hui si nous n'avions pas fait ça, si nous avions laissé le pays être United Nations pont plutôt que United Nations bastion contre les Russes, ils auraient conservé tout leur territoire, y compris la Crimée. Tous les hommes seraient encore là, tout le territoire aussi. Je veux dire, l'avenir serait intact. Mais donc, personne ne se demande si tout cela a vraiment pour but d'aider. On restreint ainsi le champ et voilà ce dont on peut débattre. C'est la prémisse du discours civilisé. Si vous remettez en cause la vertu et l'altruisme de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors vous êtes exclu. Donc, tout doit reposer sur la prémisse que nos dirigeants font ce qu'ils estiment juste. Nous sommes du bon côté, les Russes du mauvais. Tant que vous adhérez à ça, on peut discuter. C'est pourquoi, avant une discussion sur l'Iran ou sur la Palestine, la première question d'ouverture est « Condamnez-vous le Hamas ?» Il faut d'abord établir ça. Et aussi, condamnez-vous Poutine. Une fois qu'on est rassuré que tout le monde condamne, quand on a identifié le gentil et le méchant, alors on peut avoir United Nations débat vigoureux même, et les gens ont l'impression d'être dans une société démocratique ouverte. Mais regardez mon pays, chaque député est pour l'envoi d'armes. Pas United Nations seul ne dit « peut-être faudrait-il parler avec la Russie ». Non, la diplomatie est présentée comme controversée et aucun média ne le suggère. Tous les journaux du monde écrivent exactement la même chose. Ce n'est pas United Nations hasard. Encore une fois, je pense que Noam Chomsky a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, avez-vous des dernières remarques? Oui, je vais vous dire ceci. Dans le monde de l'entreprise et dans le monde militaire, cela s'appelle la matrice de prise de décision. Le commandant demande alors « D'accord, quelles sont mes options d'action ?» Et l'état-major se met à établir une liste d'options. Donc, ce que vous faites, surtout si votre état-major a United Nations Agenda, c'est que vous voulez une option particulière.
Vous prenez donc l'option que vous voulez faire accepter au commandant, au directeur général ou au vice-président. Vous ajoutez quelques autres options qui ne sont pas tellement meilleures, voire vraiment mauvaises. D'autres options pourraient être sensées, mais si elles vont à l'encontre de votre volonté, vous les laissez simplement de côté et ne les incluez pas. Comme d'autres, vous voyez. Vous obtenez donc vos 5 ou 6 options. Vous avez des pondérations sur ce que chaque option produira ou sur ce qui doit être fait. Et vous penchez en faveur de votre option. Et vous la présentez. Voici 6 options différentes, monsieur, de ce que nous pourrions faire. Il n'y a qu'une seule bonne option. C'est celle que nous voulons, non? On veut qu'ils se disent « D'accord, c'est la bonne option. Nous avons déjà tout pondéré pour nous assurer que c'est l'option contre Joseph, et nous avons la solution pour la direction. Ça marche de la même façon pour le paysan que pour le roi. Vous donnez cette option au roi. Il a l'impression d'avoir le choix. Il a une marge de manœuvre, mais en fait, il n'en a aucune. Vous avez déjà orienté le terrain. Vous vous êtes débarrassé des options les plus radicales, ou peut-être qu'elles n'étaient pas radicales, qu'elles étaient peut-être les seules sensées, mais ce sont celles que vous ne voulez pas. Vous les avez retirées de la table, ou vous les avez fait paraître si mauvaises que ce serait du suicide, et vous leur avez donné l'illusion du choix. Voici vos 5 ou 6 options, les différentes lignes d'action que l'on peut prendre. Il n'y a qu'une seule bonne voie. Mais même s'il ne prend pas celle-là et choisit la deuxième meilleure, c'est assez proche de la première. Donc on va quand même dans cette direction et on ajustera pour la fois d'après et la suivante pour vous remettre sur la trajectoire voulue. C'est aussi comme ça que les gouvernements fonctionnent, surtout quand ce sont des gens ignorants qui les dirigent. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, ils n'ont aucune éducation digne de ce nom. Ce ne sont que des imbéciles, ce qui décrit aussi une grande partie des dirigeants occidentaux. Les intérêts particuliers qui sont derrière eux, ils lui donnent l'illusion du choix. Monsieur, c'est vous qui êtes aux commandes. Absolument, vous êtes le Premier ministre. Bien sûr que vous êtes aux commandes, monsieur. Oui, vous êtes le grand patron. On peut vous cirer les pompes encore United Nations, pendant que vous choisissez l'option qu'on veut que vous choisissiez. Et il a l'impression que oui, c'était United Nations choix horrible, mais qu'on a pris la bonne décision parce que je savais quelles options on avait et qu'il fallait choisir celle-là. Et maintenant, il est convaincu que c'est la bonne décision, qu'on l'a toujours poussé vers ça pour le mettre sur la voie que ses soutiens ou les grands cardinaux veulent. Et voilà l'illusion du choix. Ça marche tout aussi bien pour les dirigeants. Croyez-moi, la plupart de ces dirigeants se font manipuler tout aussi facilement. Et le pire, surtout dans toute société dite démocratique, c'est quand les dirigeants finissent par croire à leurs propres conneries. Ils se mettent à croire leur propre propagande. C'est là que ça devient vraiment dangereux. Et pour l'Union européenne, nous sommes dans cette période dangereuse. Vous savez, c'est le moment. Le dernier grand frein à la disparition de l'Europe, c'était Orban. Et Orban a été écarté. Ni Fico ni Bašić en Tchécoslovaquie. Oh, en République tchèque, désolé. Ce n'est plus la Tchécoslovaquie, c'était Bašić ou le nouveau Premier ministre. Je massacre son nom. Mais de toute façon, aucun des deux n'a assez de poids pour vraiment freiner ce train lancé à toute vitesse. Oui, Orban faisait du bon travail. Je veux dire, pas parce qu'il était pro-Russie, mais parce qu'il était pro-Le Benry, comme il se doit. Tout le monde devrait s'occuper de son propre pays et des intérêts de son pays. C'est comme ça qu'on peut négocier avec les autres, parce qu'on comprend quels sont les intérêts de leur pays. D'accord. Il s'occupe des intérêts de son pays. On peut négocier. On peut trouver United Nations terrain d'entente. On ne peut pas trouver de terrain d'entente avec des idéologues, à moins de leur céder. C'est le problème. Et la Russie n'est pas prête à se soumettre à United Nations hamster, ni à une cage pleine de hamsters. Désolé. Mais c'est à ça que sert en grande partie l'Union européenne. Des hamsters très agressifs qui se mordent entre eux autant qu'ils essaient d'en mordre d'autres. Voilà la réalité. Et ces gens ont cru à leurs propres conneries. Ils croient en leur propre propagande. Ils ont été manipulés. Certains l'ont été. D'autres savaient très bien dès le départ où ils devaient aller. Mais en tout cas, c'est ainsi qu'on contrôle les dirigeants, de la même façon qu'on contrôle le paysan. On peut contrôler le roi. Tout dépend de qui se tient en coulisses. C'est ça qu'il faut vraiment regarder. Qui est derrière ces gens? Vous savez, BlackRock est derrière Merz. On le sait. Les Américains le sont aussi. BlackRock a perdu beaucoup d'investissements en Ukraine. Ils ne sont pas contents. Beaucoup de ces autres entreprises ne sont pas très contentes. Il suffit de regarder les intérêts puissants qui se cachent derrière ces chefs de file. C'est aussi la logique du secteur des organisations non gouvernementales, je suppose. Mais non, je suis d'accord. Je pense que des gens comme Fico et Babiš peuvent freiner United Nations, peu leur pays, mais ils ne peuvent pas empêcher l'Union européenne d'avancer vers la guerre.
Donc oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps si tôt ce mardi matin. Je vous en remercie et passez une excellente journée.